en tête, c'est pour tout le monde. Quels sont les bénéfices que la blockchain apporte au port? On en a parlé quelques-uns, mais quels sont pour vous les bénéfices essentiels? Alors j'aurais tendance d'abord à demander aux juristes, comme ça, parce qu'on n'avait pas entendu parler, donc qui prennent un peu il faut que tu actives un peu le micro, j'ai l'impression. Hein. Il faut que tu l'actives. Il est activé. T'es bon? Vas-y, Bertrand. Vas-y comme ça. N'hésite pas. Ah non, mais... N'hésite pas, Ludovic. Alors pour toi, quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que tu vois comme bénéfice un petit peu à cette technologie? Bon, ça va être des bénéfices qui tiennent finalement des solutions qu'on a tout de suite abordées. Oui. On ne l'a pas abordé d'une manière très portuaire, même si effectivement c'est un sujet portuaire. Et alors, derrière ce nœud du port, c'est évidemment, on a parlé de transfert de responsabilité, mais on n'a pas suffisamment, sans doute, on n'a pas de schéma en tout cas qui présente la complexité du passage portuaire. D'accord. On a parlé du transporteur maritime, mais on peut rajouter des tas d'autres professions, les transitaires, les commissionnaires en douane, les consignataires marchandises, les consignataires coques, les transporteurs routiers, les transporteurs ferroviaires, enfin bref, tout un ensemble d'acteurs qui ont leur propre régime de responsabilité. Et donc ce que la blockchain, enfin ou tout du moins ce qu'on peut en tirer, c'est tout du moins des systèmes de traçabilité. Après, je ne vois pas d'autres éléments, je dirais, complètement disruptifs. Simplement, le grand bénéfice, c'est effectivement des systèmes qui permettent d'améliorer la fluidité, sans doute, des échanges portuaires, et non pas de la gouvernance portuaire, mais des échanges portuaires, et puis une fluidité, effectivement, entre les différents régimes, les différentes responsabilités qui peuvent finalement surgir lors de ce passage portuaire. Alors, on n'a pas parlé de coût. Le coût dans un passage portuaire, en tout cas, quand on parle de compétitivité, notamment entre les ports, c'est tout de même important. Donc, je ne sais pas est-ce que ça peut coûter, est-ce que ça peut rapporter, est-ce que ça peut limiter finalement les coûts lors de ce passage portuaire. Ça peut également être un élément aussi, ce qu'on n'a pas suffisamment jugé, c'est également la compétitivité par rapport à la technologie elle-même. Un exemple, c'est on a parlé un peu du port de Rotterdam. Ils sont en train de travailler justement sur ces questions, pas autour de la blockchain, pas seulement, mais sur l'importance finalement d'avoir, c'est un enjeu primordial, de posséder et d'avoir une gestion de l'information entre les opérateurs. Et ils parlent là plutôt effectivement de blockchain, mais également de fintech et de legal tech qui viennent s'adosser finalement à leur environnement et leur écosystème. Alors, est-ce qu'on peut élaborer, Olivier Lamolle, avec ces legal tech là, et tout ça, là, qu'est-ce que ça apporte dans l'écosystème? Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la fluidité, effectivement, oui. Mais il y a des solutions qui, je prends des facilités en matière, par exemple, de pesée de conteneurs. On sait qu'il y a une VGM qui oblige. Là, on a une solution qui est en train de se créer, qui s'appelle Solas VGM, qui permettrait, éventuellement grâce à une blockchain, d'agréger ces informations et d'apporter des informations disséminées. Donc on a une agrégation, et qui dit agrégation dit communautarisation, et donc dit gain de temps et d'argent. Donc ça, c'est un premier effet. On a l'aspect maritime également, où on sait qu'on a des procédures administratives. Je prends un exemple où j'étais il y a 2 semaines à Casablanca, et Tangemed, ils sont en train de entièrement, alors je ne sais pas si on n'a pas les mêmes volumes qu'eux, et ni les mêmes marchandises, mais ils sont en train entièrement numériser les douanes. Avec une décentralisation totale en temps réel. Wow. Et ils sont en train de mettre en place une blockchain au niveau de la douane. D'accord. Bon, donc voilà, il y a ces questions. Maintenant, après, on reviendra dessus. Il y a des questions de contrat, il y a des parce que qui dit blockchain, dit derrière, on parle de smart contract, mais c'est-à-dire qu'il y a un vrai contrat derrière. Donc on en reparlera, mais il y a d'autres questions juridiques qui se posent. Aujourd'hui, il y a des incompatibilités entre blockchain et droit. Mais il y a des solutions de facilité qui sont clairement identifiées. D'accord. En matière portuaire, en matière d'identification du flux terrestre de conteneurs. On sait que c'est un des problèmes aujourd'hui. Oui. Stationnement de conteneurs, les retrouver. On ne sait pas où ils sont. Voilà. Il y a des idées. À Anvers, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de développer ça. Bon. Est-ce que ça permettra malgré tout, certains ont dit tout à l'heure que ça ne sert à rien.
peut-être, je ne suis pas un technicien, je suis un juriste, donc je ne me permettrai pas de dire que ça permettra de résoudre la solution. En tout cas, il y a un problème. Ah, il y a un vrai problème, tout à fait. D'accord. Karl, tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a une chance énorme en France, c'est qu'on a des systèmes portuaires collaboratifs qui sont assez développés déjà, qui incluent tous les acteurs au niveau portuaire. Donc, CCS, il me semble, non? Ouais, alors il y en a un au nord et un au sud. C'est ça? D'ailleurs, c'est des... enfin, Cargo Community System. C'est ça. Je vais pas élaborer sur la guéguerre entre les deux systèmes, entre le nord et le sud, qui, moi, me semble complètement ridicule dans un monde où il y a 400 ports qui ne demandent qu'à avoir des systèmes portuaires aussi développés que les nôtres. Donc on ferait mieux de travailler ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes entre franchouillards. Mais ça, c'est un vrai atout, je pense, pour la France, parce que avant de parler de blockchain, enfin, si on veut parler de blockchain, il faut parler de systèmes digitaux quand même. Et ça, c'est le socle. Ces systèmes portuaires, c'est le socle pour mettre des choses intelligentes au-dessus. Et les choses intelligentes au-dessus, c'est effectivement la blockchain. Enfin, on peut utiliser la blockchain. Effectivement, ça va fluidifier les échanges, ça va rendre les échanges plus transparents, la traçabilité sera meilleure. Et du coup, des problèmes tout bêtes dans les ports, c'est par exemple les longues idle, des containers pleins qui restent tankés là, et qui engluent la gestion opérationnelle. Ça, c'est des problèmes qui sans doute seront résolus de manière plus simple avec une techno qui est plus safe et plus déployée. Donc, je pense que les ports vont en bénéficier, ça va rendre les choses plus fluides. Je pense que les idles, ça va être un gros champ d'application. Donc, si on descend des idles, il y a toutes les problématiques de storage. Aussi, là, ça va fluidifier les choses, et ça, c'est des problèmes concrets, quoi. Vous avez des containers qui restent tankés dans les ports parce qu'il y a un document qui n'est pas arrivé. Bon, ben, c'est sûr que si ce document il est papier et qu'il faut attendre que ça passe dans un DHL pour arriver à destination, c'est abominable. Donc plus on digitalise ces processus-là, et plus il y a de chances que ça se fluidifie. Donc on a un super socle en France avec ces systèmes portuaires. Je pense qu'on a toutes les technos qui sont là, toutes les startups qui sont là pour rajouter de la blockchain par-dessus. On devrait prendre cet atout en France et le commercialiser à l'international. D'accord. Donc virtualisation, automatisation, quelque chose comme ça, le programme. Et la résolution des litiges rapides, on en a parlé, parce qu'il me semble que de temps en temps il y a des problèmes, c'est ce que tu as dit, Karl, le monde n'est pas aussi beau qu'il y paraît. Il m'a semblé aussi que la blockchain servait à accélérer la résolution des litiges. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, en partie, il y a déjà un aspect qui est très intéressant, c'est qu'il appuie sur des contrats. Donc on est obligé de revenir à la base sur les contrats. Oui. Je prends un exemple sur le crédit documentaire. Le crédit documentaire papier, aujourd'hui, c'est entre 7 et 10 jours, le temps que tout se fasse au minimum avec le transfert des papiers, des documents, entre les différentes banques, les différents émetteurs. Là, le projet, c'est un des projets, on parle de projet aujourd'hui, TIO Token, donc c'est une crypto-monnaie, ça serait d'avoir un délai de 2 à 3 heures. Pour pouvoir échanger les documents. Alors après, il y a toute la question de négociation, il y a des délais qui sont incompressibles. Mais il y a des délais qu'on va pouvoir compresser de façon extrêmement importante. Et on gagne de l'argent, là. On gagne de l'argent, évidemment. Mais il faut toujours, je rappelle une fois de plus, ne pas oublier que derrière, on a de l'assurance, on a des contrats. Donc on va avoir de l'automatisation en mettant ensemble des contrats, en ayant par exemple sur une même plateforme l'expertise, l'expertise qui est faite, tout le monde a accès au même document, tout le monde a accès à la police et on a un environnement partagé, donc ça va plus vite. Mais il y a malgré tout le traitement lui-même, le traitement humain, qui ne sera pas réduit. Clément? Oui, je voudrais juste mettre en perspective quand même, la blockchain, c'est pas une baguette magique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de solutions. Et d'ailleurs, les termes que vous utilisez sont intéressants. Vous parlez d'automatisation. Mais l'automatisation, c'est l'ordinateur qui nous le permet. Ces systèmes-là, ces systèmes-là, ils existent depuis des années. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils existent. Si je mettais confiance en plus, à côté d'automatisation. Voilà, la confiance. La confiance, c'est justement la blockchain. On dit toujours, blockchain, le nouvel intermédiaire de confiance. Ça disrupte la confiance. C'est tout l'inverse. La blockchain, c'est structurellement, parce que je ne fais confiance à personne,
que je vais multiplier les acteurs qui vont certifier. C'est tout l'inverse. Donc aujourd'hui, vous avez une multiplicité de projets, de tentatives, mais ça n'apporte pas de révolution. Ça n'apporte pas de révolution parce qu'on pense que la blockchain vient d'apporter les notions de timestamping et d'horodatage. Ça existait avant la blockchain, heureusement pour nous. C'est plus facile à mettre en place. Ça permet la traçabilité. Ben non, ça existait avant. Et l'authentification et la sécurisation des transferts, ça existait aussi avant. La vraie révolution dans la blockchain, c'est son mécanisme de consensus pour moi. C'est-à-dire que moi, si je veux donner un bitcoin à David, je vais vous le refaire très rapide parce que vous le connaissez, mais quand je veux donner un bitcoin à David, mon objectif individuel, c'est de prouver à David que j'ai un bitcoin de valeur. Moi, c'est de recevoir. Et son objectif individuel, c'est de récupérer ce bitcoin d'affaires. Mais j'en ai rien à faire de David, j'en ai rien à faire du reste du monde, c'est mon objectif individuel et c'est son objectif individuel. Notre effet collatéral, c'est de générer cette transaction qu'on va mettre dans un panier de transactions en attente de validation. Et on parlait des mineurs tout à l'heure. Les mineurs, eux, quel est leur objectif? C'est de créer des blocs pour justement gagner 12,5 bitcoins. Pour créer un bloc, ils ont besoin de transactions. Donc leur objectif individuel, c'est de gagner de l'argent. Ils n'en ont rien à faire du reste du monde et leur effet collatéral, c'est sécuriser la transaction. La révolution blockchain, c'est qu'en fait, on a agencé les objectifs, les effets collatéraux des objectifs individuels de chacun dans un système qui s'autosécurise. Et c'est comme ça que depuis 2008-2009, la blockchain a émergé avec sans soutien d'entreprises privées, avec des oppositions politiques, simplement parce qu'on est basé sur les objectifs individuels. Cette mécanique de consensus, c'est ça la révolution. Et donc, si vous lancez un projet blockchain dans lequel vous mettez pas en place une mécanique de consensus, mais en fait, vous êtes en train de simplement utiliser un outil, mais qui n'apporte pas une certaine révolution. Alors dire que la blockchain va révolutionner, oui, si on travaille dans des mécanismes de consensus. Et justement, dans ces mécanismes de consensus, vous le disiez tout à l'heure, il y a une multiplicité d'acteurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre tout le monde autour de la table aujourd'hui pour trouver des solutions. Sauf que dans un mécanisme de consensus, on n'a pas besoin de mettre les gens autour de la table. Ils vont simplement faire des actions pour leurs objectifs individuels. Karl, un dernier mot sur cette séquence? Oui, on parlait des lettres de crédit, mais ça c'est typiquement un cas d'application qui est assez magique pour la blockchain, parce qu'on est effectivement dans un monde où il y a une recherche de consensus entre un acheteur, un vendeur, la banque de l'acheteur, la banque du vendeur, et ça peut avoir des implications hyper fortes pour les ports. Donc je voudrais juste vous relater une petite anecdote. Donc, nous, on a rencontré un exportateur français qui dealait avec l'Algérie. Il était basé plutôt sur le sud de la France, et il expédiait ses marchandises à partir d'Anvers pour aller en Algérie. Pourquoi? Parce que le temps de mer devait être suffisamment long pour permettre aux banques algériennes à l'arrivée d'apurer les lettres de crédit. Et donc, il n'utilisait pas un lien Fos-Alger, il faisait du Anvers-Alger pour donner le temps aux banquiers de... Enfin, c'est une abomination en termes de coûts, en termes environnementaux. Tout ça parce qu'on a des temps de traitement qui sont complètement débiles. Donc ça, c'est une application, un cas d'usage où, dans une recherche de consensus, bien évidemment, on va être dans un monde plus fluide, qui sera, j'espère, plus intelligent. Et ça, c'est une belle application potentielle de la blockchain. Ah, tout à fait. Et les banquiers sont assez ouverts au sujet, même s'ils y vont un peu à reculons. C'est des choses qui les titillent quand même. La logistique fluide, liquide, c'est ça l'enjeu. Alors maintenant, on a beaucoup parlé, on a vu que c'était pas simple, tout ça, parce qu'il y avait quand même des lois, des réglementations, des choses comme ça. On a tous entendu parler du RGPD, le fameux RGPD, là, le fameux règlement général de protection des données. En quoi ça influe sur tous ces innovations? Pour les juristes, là, c'est plutôt une question juridique. Ludovic? Alors,
Déjà, dans PD, excusez-moi, c'est le fin du RGPD, donc c'est données personnelles. Enfin, Oui. Voilà. Donc la première question à se poser, est-ce que je transmets des données personnelles? C'est la question. C'est la première question que l'on doit se poser. Et à partir du statut de cette donnée, j'en définis un régime juridique qui désormais a été qui est dicté par un règlement européen. Oui. Voilà, donc il y a un certain nombre de conséquences déléguées à la protection des données, et surtout, il doit, dès que vous avez une donnée sensible qui doit être, qui est émise justement par un système, vous devez absolument la traiter. Vous devez avoir un délégué de la protection des données personnelles. Celui-ci est responsable, donc ça c'est quand même un gros problème. Et surtout, quel que soit, à partir du moment où vous avez une donnée qui est émise à partir d'un pays qui lui-même est soumis au RGPD, vous devez, ça c'est un vrai problème qu'on peut noter dans des chaînes internationales de blockchain, c'est cette fameuse gouvernance des données. Et gouvernance au sens juridique du terme, c'est-à-dire que vous allez devoir, là c'est des questions qu'on se pose, notamment, je parlais d'un projet blockchain que nous aussi on a, mais en tant que juriste. Justement, c'est Voilà. l'occasion d'en parler peut-être. Hein. Donc on a un projet depuis 3 ans qui se déroule à l'IRT Systemix, qui est basé à Saclay. Je connais bien, puisque... Nous sommes partenaires d'ailleurs de ce projet, Voilà. avec EDF et puis PSA, et Atos, et un certain nombre d'autres problèmes. C'est des problématiques juridiques, parce que la blockchain en tant que telle, je vais faire un petit peu de la promo pour le droit, parce que souvent on oublie le droit, les solutions viennent après, mais il y a tout un socle juridique qu'il faut évidemment respecter. L'absence d'ailleurs, je rebondis sur les RGPD, l'absence de régulation a amené la problématique sur les données personnelles. C'est-à-dire que finalement c'est des GAFA au travers et on rajoute, on oublie toujours, j'aime bien, j'ai entendu souvent, on oublie le M dans GAFA parce qu'il y a Microsoft aussi, il ne faut pas oublier. Et cette absence de régulation finalement a abouti finalement à ce qu'on se pose le problème après, a posteriori. Nous, au travers de la blockchain, ce qui est important, et notamment dans la logistique, c'est de se poser des questions peut-être avant. Et sans doute, cette nouvelle régulation impactera évidemment la blockchain, parce que vous devez absolument, à un moment ou à un autre, avoir accès à ces données. Vous devez absolument avoir des systèmes qui archivent ces données et pouvoir les lire, quelles que soient évidemment et puis savoir aussi où elles se situent, ces données. Et les effacer. Et les effacer. C'est ça le problème. Et le droit à l'oubli, c'est pas une donnée, et on pense pas souvent que dans le domaine des transports, il y ait des données personnelles. Si. Dans le transport, des données de géolocalisation, même de trace, vous parlez de traçabilité, votre solution engendre nécessairement vis-à-vis d'un chauffeur routier qui dépose finalement, qui transfère, alors tout un système, etc. Mais les données qui sont générées par la blockchain doivent absolument effectivement sont soumis à partir du moment où ce sont des données personnelles au RGPD. Donc il faut absolument que le système, alors je suis pas technicien, mais il faut absolument effectivement que ces systèmes-là, les systèmes, voilà, et ensuite, au-delà de la RGPD, il y a un autre problème, c'est le problème de la preuve. Voilà, je vais me taire. Non. Mais c'est un élément effectivement qui n'existait pas au moment où les technologies blockchain ont commencé à se développer, mais qu'il faut évidemment tenir compte. Qu'il faut prendre en compte. Qu'il faut prendre en compte par les différents Olivier, oui, il y a un petit souci, c'est que les blockchains, à l'origine, permettent de faire bénéficier à l'utilisateur du pseudonymat. Oui, sauf que l'Union européenne, les États-Unis, pour citer que ces deux entités, ces deux États, ont décidé de faire sauter ce pseudonymat, estimant que les blockchains c'était un endroit privilégié pour le blanchiment d'argent. Et donc ils ont demandé à tous les créateurs de blockchain, et il y a un projet en Europe, en Union européenne qui regroupe plusieurs États, de faire sauter le pseudonymat et de révéler l'identité. C'est l'AML, hein, tout ce qui est anti-money laundering, le blanchiment. Et donc aujourd'hui on a clairement une opposition entre le RGPD, le droit de l'Union européenne en matière de protection des données, et la technologie des blockchains aujourd'hui avec le stockage des données, où on sait, je vais vous rappeler, que même une adresse IP est une donnée à caractère personnel, c'est reconnu par la Cour de cassation.
Donc aujourd'hui, on a clairement une opposition, on n'a pas de solution pour l'instant. Oui. Alors, pour moi, justement, la blockchain est l'outil parfait pour la RGPD. Pourquoi ? Parce que justement, la blockchain n'est pas une base de données. Donc elle n'est pas là pour stocker la data. Par contre, elle a cette capacité, justement, à donner une date et une preuve d'existence à une donnée. Ce qui fait qu'une fois que la donnée personnelle, il est certain que la donnée personnelle, on ne va pas la stocker sur la blockchain. C'est une hérésie et on serait voué à des problèmes de confidentialité, à des problèmes de droit à l'oubli. Votre data, elle est stockée à part. Par contre, vous êtes capable d'entériner sur la blockchain l'existence de cette donnée et l'inaltérabilité de cette donnée. Ce qui fait que justement, on a la capacité de répondre à des problématiques qui sont réelles sur les GRPD. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes un assureur, vous avez besoin de récupérer les pièces d'identité de vos salariés, de vos clients. Mais vous avez une opposition, c'est qu'au bout d'un moment, il faut un droit à l'oubli. Donc il faut que je supprime des données personnelles de mon client parce que ça fait trop longtemps que je les détiens. Mais en même temps, comme c'est des contrats de longue durée, notamment sur les contrats d'assurance vie, il faut que je prouve. Et donc avoir des documents d'il y a 20 ou 25 ans. Ah oui. Et donc il y a une opposition. Et ça, c'est insolvable. Sauf quand on a une technologie qui permet d'ancrer le hash de ces documents. C'est-à-dire que si la carte d'identité, il y a 25 ans, j'ai eu la carte d'identité de Madame Michu, que j'en ai fait l'inscription, et que j'ai inscrit le hash sur la blockchain, je peux faire un droit ou l'oubli sur la carte d'identité, donc la supprimer de ma base de données, tout en étant donner la preuve au législateur 25 ans plus tard. Tu l'as eu ? J'ai respecté le droit à l'oubli puisque j'ai supprimé la carte d'identité, mais demandez la carte d'identité de Madame Michu, vous allez voir, il y a 25 ans, j'ai bien récupéré la carte de Madame Michu pour faire l'identification des personnes, pour lutte anti-blanchiment, lutte antiterroriste. Donc aujourd'hui, la GRPD n'est pas du tout en fait en conflit avec la blockchain et tout l'inverse. Et justement, nous, les solutions, et c'est ce que vous dites, par exemple sur la traçabilité, quand vous mettez un tracker de géologue sur votre produit, imaginez ça, hein, parce que c'est la prochaine lutte qu'il va y avoir en France sur les données personnelles, c'est que quand vous mettez un tracker de géolocalisation sur un produit et que vous le faites transiter sur le réseau logistique, vous êtes en train de cumuler des données personnelles sur le comportement des gens qui manipulent. Et donc, par exemple, votre chauffeur routier qui est en train de transporter votre marchandise, lui, il est en train de transporter des palettes dans la palette, il y a un tracker de géologue, ou même dans le produit final, eh bien, vous allez détecter ses temps de trajet, ses vitesses de trajet, ses temps de pause. Vous êtes sur une information personnelle. Et vous avez d'abord, pas le droit de les collecter, et deuxièmement, vous avez encore moins le droit de les stocker. Donc tous les schémas historiques de la data vont être perturbés par cette nouvelle législation, mais la blockchain peut être un vrai outil pour ça. En fait, il y a beaucoup de blockchain finalement, hein, parce que là, Cyril a parlé d'anonymat. Les technologies de non-divulgation sont justement des technologies qui permettent l'anonymat. Mais aussi, si j'ai bien compris, les Américains veulent pouvoir regarder ce qu'il y a à donner. Donc il faut qu'à un moment donné, la NSA ou un autre regarde. Et donc, c'est pas le problème de l'auditabilité, quelque part. Hein, il faut qu'un juge, c'est bien au départ, j'ai posé la question, est-ce que le juge peut regarder les données, mais que lui? Je ne pourrais pas vous répondre à ce stade. Non, mais est-ce que ça a du sens? C'est absolument nécessaire qu'à un moment ou à un autre, si on veut gérer correctement des litiges, je ne parle pas de contentieux après, mais effectivement, si on est vraiment... le juge de paix, c'est le juge, si je puis dire. Ben oui, le vrai juge. Le vrai juge, c'est le vrai juge. Actuellement, voilà. On a mis des années à avoir des premiers arrêts, même une cour de cassation, sur la preuve informatique. Actuellement, je suis incapable de vous dire comment le juge va interpréter. Vous pouvez me dire le contraire, mais je ne sais pas actuellement répondre à cela. Il y a des cartes, enfin il y a notamment des nouvelles réglementations, notamment internationales. Si on reparle du transport, il y a la ICMR qui est sortie, mais alors c'est quoi la ICMR? Je ne connais pas. L'ICMR, c'est
convention internationale. Oui. Enfin, les gens ici dans le transport connaissent bien la CMR. C'est une convention internationale qui régit depuis 1956 les rapports contractuels dans le transport routier international. Et les États ont mis à peu près... On commence à réfléchir à la dématérialisation. Je ne vous parle pas de blockchain, hein, on n'est pas là. À réfléchir à la dématérialisation en 2002, on a participé aux négociations internationales. On a avec l'IRU, qui est un organisme à Genève, et la première ratification, enfin l'entrée en vigueur, est à date de 2007. Et l'entrée en vigueur pour la France, la ratification pour la France de cette convention, c'est 2017. Donc, si vous voulez, je suis assez prudent en termes de prédiction. C'est très bien de, justement, on est là aussi pour ça, pour réfléchir a priori sur cette question. Mais la mise en application de la technologie même de dématérialisation n'intervient que maintenant pour simplement un document de transport. Tout à fait. Donc là, on parlait de Bill of Lading, le connaissement électronique, c'est un serpent de mer, on entend ça depuis 20 ans. Peut-être que la technologie blockchain va permettre de le... Parce que c'est des documents effectivement qui sont représentatifs en plus de la propriété de la marchandise, donc c'est extrêmement intéressant sur cette technologie, que ça puisse... Mais en termes... Je suis quand même relativement prudent, je suis presque inquiet quand même par rapport à ces éléments, parce que je pense que la technologie, elle existe. On lance des process, mais à ce stade, je ne sais pas, moi, il y a peut-être contractuellement des choses à faire, parce qu'on parle de smart contract, les juristes, Olivier est bien d'accord avec moi, c'est pas un contrat. Donc il y a un faux ami. Donc on promet beaucoup de choses au travers de cette technologie-là. Le régime juridique actuellement, Karl tout à l'heure avait une slide blanche. En termes juridiques, c'est une slide blanche. Donc c'est simplement des interprétations qu'éventuellement on peut, il sont des réglementations assez proches, mais pour répondre vraiment à la question en tant que telle à ce jour, vous promettre que cet élément effectivement en termes un élément de traçabilité par exemple pourra effectivement être considéré comme une preuve par un juge dans le cadre d'un contentieux et c'est la Cour suprême qui doit se proposer, donc c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation. Donc je peux vous répondre sûrement peut-être dans une quinzaine d'années. Merci. Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'avant que les juges jugent, les assureurs pourraient un peu se mouiller, quoi. Mais oui. Si les assureurs rassurent, c'est ça, monsieur. Voilà. Un assureur a horreur de se mouiller. Enfin, vous les connaissez. Ils ont besoin d'historique. C'est la base statistique de l'assurance, c'est l'historique. Oui, tout à fait. Ils basent leur contrat dessus et le régime juridique, effectivement, ils ne se lanceront dans la blockchain, d'ailleurs que groupés. Parce que c'est pareil, il n'y a pas un assureur lambda qui va tout d'un coup dire, un assureur transport, j'entends, on est ici n'osera pas évidemment au niveau patrimonial se mouiller, si je puis dire, parce qu'on est dans le maritime aussi, pour justement envisager justement des traitements par blockchain, et il y aura sans doute des contrats qui vont être mais actuellement les assureurs on les voit pas d'ailleurs très peu dans l'époque. On les voit pas beaucoup. Les seuls que l'on voit justement avec l'IRT systémique, c'est Covea actuellement, je ne fais pas de la pub pour eux. Qui commencent à réfléchir, mais plutôt à des petits contrats, pas des contrats de transport ou des contrats internationaux, mais des contrats, ils se mouillent aussi, excusez-moi, sur un POC qui va être mis en application, là, c'est même plus un POC, c'est via PSA, ça va être les carnets d'entretien automobile. Oui, tout à fait. Là, pour limiter la fraude, on sait qu'il y a énormément de fraude au kilométrage, là, oui, effectivement, mais c'est sur une typologie d'informations qui les aide justement à limiter la fraude, parce que ce que n'aiment pas non plus les assureurs, c'est effectivement la fraude. C'est une condition d'annulation des contrats. Donc effectivement, tout ce qui peut limiter la fraude dans la gestion de la supply chain, je pense que ça peut aider peut-être à ce que des contrats, des contrats d'assurance, que les assureurs reconnaissent peu ou prou l'existence de la blockchain. Et parce qu'il y aura des conteneurs fantômes à un moment donné. Sur la partie de la preuve, il est certain qu'on n'attendra pas la cour de casse pour aller faire de la preuve numérique avec la blockchain.
Et d'ailleurs, on attend que ça, puisque nous, on fait du transfert de responsabilité, donc c'est pour engager la responsabilité. C'est des éléments qu'on a déjà constitués comme faisceau de preuve. Et donc, ça constitue un tel faisceau de preuve que vous ayez des milliers d'ordinateurs de la planète qui est validé un transfert de responsabilité, validé en responsabilité par les deux acteurs, fait que vous avez un faisceau de preuve qui prend cette responsabilité. Et on n'attendra clairement pas une législation sur le sujet, et on n'attendra clairement pas, encore moins, des arrêts pour les faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait, et on parle des assureurs qui veulent pas se mouiller. Je connais bien le sujet, puisque moi j'ai mis en place pour les assureurs leur système de gestion de passifs, la contractualisation. Ça a été les premiers à se mouiller sur la contractualisation en ligne. La souscription d'un contrat d'assurance en ligne. Eh bien, il faut savoir que les premiers contrats que vous avez pu souscrire en ligne, ils étaient en dehors d'un cadre légal. C'est-à-dire qu'ils ont tellement baqué les systèmes et multiplié les faisceaux de preuves sur votre authentification, votre acceptation et votre consentement et le stockage de ces informations, qu'ils étaient plus à l'aise d'aller vis-à-vis d'un juge avec ce paquet d'informations et de faisceaux de preuves qu'une signature manuscrite. Parce qu'une signature manuscrite, on est dépendant de l'expert graphologique. Et si jamais l'expert graphologique est mal dormi, eh bien, vous êtes un peu eu sur votre contrat. Alors que quand on arrive avec des logs de connexion, une validation par SMS, tout un faisceau de preuves, je ne dis pas que c'est pas usurpable, mais c'est structurant et un expert va être plus confiant, et donc ils seront plus confiants. Et donc aujourd'hui, vous avez des contrats, vous avez les 1500 milliards d'euros d'assurance vie qu'on a aujourd'hui, vous avez à peu près 10-15% qui ont été souscrits sur des protocoles en ligne avec des faisceaux de preuves. Alors depuis, je vous rassure, ça a été structuré, il y a des cadres légaux, c'est assez grande signature. Mais c'est les premiers acteurs qui se sont mouillés et, sur ces sujets-là. En matière environnementale, les assurances ont mis du temps à réagir, mais ont réagi très rapidement. Et si on veut regarder le rôle des assurances, on va regarder le rôle des assurances aujourd'hui en matière de cybersécurité. Cybersécurité portuaire, maritime, je parle que de cela. Les assureurs, il y a un cadre, le cadre juridique, et là on a le droit international des contrats, on a du droit maritime, droit international, les conventions internationales, on a toutes les règles sont là, on n'a pas besoin, on peut adapter à certains points, on va adapter, on va dire, à la décimale, mais les grandes règles existent aujourd'hui. Donc on n'a pas forcément besoin d'attendre que le législateur se réveille, surtout quand on est en logistique internationale. Là, je reviens une fois de plus par rapport sur ce que j'ai dit au début, c'est qu'il faut s'appuyer sur le contrat d'origine qui est derrière le smart contract. Et si ça, excusez-moi, ce n'est pas bien capé, c'est pas carré, c'est là où on va aller au contentieux, et c'est là où on va attendre 15 ans un retour de la Cour de cassation. Mais c'est pour ça qu'il faut s'appuyer avant tout sur la gestion des risques juridiques, qu'il faut anticiper, ne pas attendre le droit en se disant on va attendre le contentieux. Le droit doit être anticipé, c'est-à-dire qu'on doit gérer les risques juridiques avant que le risque contentieux n'arrive. Alors, tu clôt. Je te redonne la parole juste très rapidement. Oui, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas substituer la blockchain au contrat. La blockchain, c'est un outil. C'est comme si on ne peut pas revenir en arrière. Oui, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a plein de choses. Mais de toute façon, le droit s'appliquera. Il n'y a pas d'histoire de code ISLO. Le droit international s'applique. Il existe déjà. Toute la gestion des données existe déjà. En fait, on a déjà tout un cadre juridique. Et on ne va pas contraindre un outil à lui demander de faire du droit, quoi. Voilà. Et le smart contract, c'est clair, est tout sauf un ami, parce qu'il n'a rien d'intelligent, et il n'a rien d'un contrat, c'est juste un script informatique qui n'a même pas des capacités d'aller chercher des informations extérieures, donc on est à l'opposé de tout ça. Olivier, alors, Karl, ces derniers mots. Ouais, je ne voudrais pas qu'on donne une mauvaise image des assureurs, effectivement, je pense qu'ils se mouillent un petit peu. On parle beaucoup de voitures autonomes, je pense que demain on va parler de camions autonomes, et donc on est à nouveau dans la logistique. On parle de ferry autonome. Pour un véhicule autonome, les assureurs, il faut un peu qu'ils changent leur façon de fonctionner, parce qu'ils n'assurent plus le risque d'une personne et de son historique de conduite. Ils vont assurer un logiciel qui va avoir telle ou telle caractéristique en fonction de tel ou tel événement qui vont arriver. Donc ils sont assez actifs sur le sujet. Donc c'est quand même une profession qui est elle aussi en mutation complète et qui est c'est un bon allié. Ça doit être un allié de nos problématiques logistiques parce que
une bonne logistique sans un bon contrat d'assurance, c'est compliqué. Merci beaucoup. C'est sur cette dernière phrase. Écoutez, je pense qu'on peut applaudir nos panélistes, hein, parce que franchement, c'était dynamique. Hein, et en tout cas, vous avez vu que la partie n'est pas simple. Hein. En tout cas, merci d'être venu pour cette 3e édition d'OREM 21. Alors, il y en aura d'autres OREM 21. Hein. La partie n'est pas terminée. Hein. On a bien vu que blockchain, tous les métiers seront à peu près concernés hein, par la blockchain. Donc, le prochain OREM parlera de santé. Hein, vous avez vu, on a parlé de carnet de santé, après tout. Hein, il y a aussi le carnet de santé pour les humains, pas pour les voitures, hein, pour les bâtiments, pour tout le monde. Et donc, ça sera à quand? Bon, on définira la date avec Valentin hein, et l'équipe TESS. Et après, il y en aura un autre aussi, en 2020, parce qu'après tout, 2020, Jeux Olympiques, hein, il y aura la e-palette. Hein, j'appelle ça le conteneur qui roule. Vous savez, le truc de Toyota. Et bien on parlera justement de blockchain dans la ville. Ah oui, parce que la mobilité, tout ça, c'est aussi un beau terrain de jeu hein, pour la blockchain. Hein, vous avez vu que les constructeurs automobiles sont très motivés hein, par blockchain. Et ils mettront des wallets dans les voitures. Hein, les crypto-wallets seront dans les voitures. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. En tout cas, vous avez compris qu'il faudra être tous interdisciplinaires, transdisciplinaires, si on veut réussir à bien, disons, intégrer ces nouvelles technologies au sein du port. Merci beaucoup.